Salut tout le monde, bienvenue sur En roue libre, la chaîne où tu le sais. On teste tout un tas de voitures, plus ou moins scandinaves, plus ou moins break, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. Et on se retrouve cette semaine pour un nouveau test en 2-2, 2 points positifs, 2 points négatifs, pour définir une Volvo, et ouais, la Volvo V60, dans sa version T6 hybride rechargeable. Évidemment, avant de partir pour ce nouveau test en 2-2, tu n'oublieras pas les fondamentaux qui sont quoi? Bah, de s'abonner à la chaîne, tiens, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos, et aussi de mettre quelques pouces en haut ou en bas selon ton humeur, et de me laisser un ou deux petits commentaires. C'est fait? On peut y aller? Allez, c'est parti! Avant de détailler les points positifs et négatifs de ce Volvo V60, on va quand même faire un peu le petit tour du propriétaire. À quoi a-t-on affaire? Bah, un plutôt joli break, avec une taille tout à fait honorable qui fait quand même 4,76 m de long, 1,85 m de large et 1,43 m de hauteur. Donc c'est un break relativement bas, et d'ailleurs il me rappelle un peu la 508 SW que j'avais bien aimé, et que je sais pas, il y a un truc assez cool dans ces voitures, un peu racées, un peu effilées et surtout un peu basses. Et qu'est-ce qu'on a sous le capot? Hop là! On a d'un côté un 4 cylindres, sous son petit truc en mousse, c'est assez original d'avoir un truc en mousse cycle des Volvo, qui développe la puissance faramineuse, messieurs dames, de 253 chevaux. Et évidemment, cette puissance-là est accouplée à la puissance de ce moteur-là, qui est un moteur électrique, qui développe lui de son côté l'équivalent de 87 chevaux. Et donc, mine de rien, on se retrouve avec un break Volvo qui nous développe 340 chevaux cumulés, les gars. Et donc, les 2,75 tonnes à vide de ce break Volvo V60 T6 hybride rechargeable peuvent être propulsés de 0 à 100 km/h en 5 secondes 4 grâce à l'ajout de cette petite fée électricité qui nous propose un petit couple sympathique de 450 Nm au total. Côté thermique, on a un réservoir de 60 litres et côté électricité, on a une capacité de 11,6 kWh, donc ça nous permet en gros de parcourir à pleine recharge 40 km tout électrique. Paf! Bon, évidemment, qui dit break dit on a quand même envie de savoir si le coffre est à la hauteur des espérances qu'on a de ce genre de véhicule. Haillon électrique qui va bien, monsieur dame, et on découvre, eh oui, un coffre de 529 litres, ou du moins qui a une capacité de 529 litres. Je me suis dit, tiens, on va faire comme d'habitude le test du sac de golf, puisque c'est quand même, au-delà de la blague, c'est quand même un truc intéressant à voir en termes de longueur, puisqu'on a un sac qui fait aux alentours de 1,20 m quand on n'enlève pas les bois. Et donc voilà, tu vois que bah, le coffre rentre, mais il rentre pas en largeur facilement, il rentre plutôt en diagonale sans souci, et donc on a de quoi quand même mettre un bon foutoir là-dedans. Mine de rien, il y a deux trois petites astuces, un petit filet pour mettre ton first aid kit, ton vert bande de chartre, quelques attaches par ici, une petite prise 12 volts par là, et un sous-coffre, je vais pas l'ouvrir parce qu'il faut tout enlever, mais qui peut quand même te permettre de ranger un autre câble de recharge que le gros câble de recharge sur les prises un peu énervées. Un petit détail qui moi m'a un peu agacé, mais qui est à la fois assez pratique et assez agaçant quand t'as pas trop l'habitude, c'est ça. C'est ce fameux cache-coffre qui est quand même très pratique quand tu sais bien t'en servir, tu vois. Par exemple là, j'ai pas besoin de l'ouvrir complètement. Si je veux accéder à mon coffre, je fais ça, hop, ça s'ouvre et j'ai accès facilement à mon petit coffre. Sauf que si tu fermes ton coffre et que tu as oublié de fermer ça, bah je sais pas si tu le vois, mais ça te bouche la visibilité arrière, surtout au rétro droit, c'est très agaçant. Ça c'est aussi très pratique, tu peux fermer ta voiture directement en fermant ton coffre aussi. Et aussi, petite option qui va bien, tu as le fameux haillon avec le coup de pied, là, quand c'est le haillon main libre, qui ferme ton coffre avec un coup de pied, ça c'est assez cool. Habitabilité derrière, comment que ça se passe? Bah ça se passe plutôt bien, on a accès facilement à l'arrière, pas la portière qui va bien. Quand on ferme la portière justement, bah on se retrouve avec quelque chose de, voilà, tu vois, t'as de la place. J'ai laissé mon siège avant réglé comme si j'étais moi conducteur. Je suis un peu serré au pied par ici, tu vois, c'est pas génial. Mais au niveau des genoux, on est vraiment confort. Les choses tombent bien, tu vois, tu as ton petit accoudeur qui va bien, tu peux te caler tranquillement derrière. T'es vraiment agréable à l'arrière. Il y a tous les petits détails pratiques quand t'es un papa et que t'as quelques sièges du type Isofix à fixer. Hop, t'as accès facilement à des petites prises, enfin des petites emprises par ici, qui se cachent bien. Crac, crac. Le seul truc qui est un petit peu gênant, un peu comme souvent ce genre de voiture là, c'est l'habitabilité de la 5e place. Parce que concrètement, on se retrouve avec un tunnel central qui est très important. Il y a même carrément tu vois, une espèce de petit marchepied, parce qu'on a bien compris chez Volvo que ça allait marcher souvent par ici. Donc quand tu te retrouves au milieu, t'as pas beaucoup de place. Sinon, en termes d'habitabilité, en termes de hauteur, là évidemment, on a le méga giga toit panoramique qui est une option à 1600 € qui apporte une lumière de dingue et qui permet aussi de, voilà, tu peux te poser et t'as vraiment de la place entre le toit et ta tête. On n'a pas un design en plus de carrosserie, un design extérieur qui te fait plonger le ciel de toit à l'arrière, qui va pas te faire taper la tête. Ça, c'est plutôt très agréable et c'est, voilà, on se sent bien, on se sent à l'aise, on a de la place, il n'y a pas de fioritures, c'est simple, c'est sobre,
et efficace. Avant de sortir, dernier petit détail, hop, deux petites prises USB-C à l'arrière, un petit accoudoir central, il n'y a pas grand chose, mais tu peux quand même mettre quelques gobelets. Et un dernier truc très pratique avant de vraiment rentrer en détail sur le test de cette Volvo, ça. Tu peux fermer et ouvrir ta porte, tes portes, de chaque côté, à l'avant comme à l'arrière. C'est très bête, mais quand t'es un peu chargé, que t'as les enfants dans les mains ou quoi aux caisses, t'es pas obligé d'aller à l'avant pour ouvrir ta voiture, ça c'est cool. Bon voilà, on a fait le tour du propriétaire, rapide tour du propriétaire, maintenant on peut passer aux choses sérieuses, aux 2-2, les 2 points positifs, les 2 points négatifs, et on va commencer par le positif. Le premier point, évidemment, très positif de ce Volvo V60 T6 dans sa version hybride rechargeable, bah c'est évidemment que c'est une hybride rechargeable, à l'enfonceur de porte ouverte, merci. Bah oui, parce que mine de rien, t'as quand même un break de 2 tonnes, qui est censé être une routière, et qui pèse son poids, 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes, 2 tonnes 75 si je dis pas de bêtises, tu vois, c'est quand même pas rien, à vide, donc avec le pilote ça fait, tu montes, et bah mine de rien tu peux quand même contenir tes consommations. Alors les baisser faut pas déconner, parce qu'on a quand même pas la batterie du siècle dans cette voiture là, on a une batterie qui fait 11,6 kWh de capacité, c'est pas scandale, c'est une batterie d'appoint qui te fait parcourir 40 km réels, à chaque recharge, 40 km d'autonomie en full électrique, c'est quand même pas négligeable du tout, surtout si tu joues le jeu de l'hybride rechargeable. Et c'est quoi le jeu de l'hybride rechargeable? C'est de la recharger souvent. Parce que si tu la recharges pas souvent, c'est là où ça n'a plus aucun intérêt. Et qui dit recharge fréquente dit il faut quand même que ta batterie elle ait une capacité de recharge, on va dire, un peu rapide. Volvo nous annonce des chiffres plutôt sympathiques. 1h40 pour reprendre 80% de la charge sur une prise wallbox de type 7 kW et carrément 15 minutes sur des prises rapides de 100 kW. Donc moi le gros avantage c'est qu'au bureau j'ai une prise pour me recharger. On se branche par ici, on se branche par là, voilà c'est parti. Charge complète à 16h15, donc en fin de journée, donc il nous faut à peu près 5h30 pour recharger la batterie de cette petite voiture-là. C'est quand même pas mal, mais c'est pas scandaleux. Donc ça veut dire que concrètement, si tu la recharges tous les soirs ou tous les jours quand tu arrives au bureau ou tous les soirs quand tu arrives chez toi, et ben tu peux te faire ta semaine de bureau, de trajet aller-retour, on va dire une quarantaine de kilomètres par jour, sans utiliser ton moteur à essence. Et c'est là tout l'intérêt de l'hybride rechargeable, messieurs, dames, parfaitement. Si on la recharge pas, ça marche pas. Et tu vois, typiquement, à l'usage, sur ce type de véhicule hybride rechargeable, tu vois, des gros mastodontes comme ça, qui sont pas vraiment censés être hybridables, j'ai envie de dire. Moi, je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai faite avec le X5 45e, donc là, pour le coup, un gros SUV hybride rechargeable. Le vrai souci qu'on avait, c'était le temps de recharge fou de la batterie. Enfin, c'était du délire. Là, c'est beaucoup moins contraignant, on va dire, avec ce V60 là. C'est plus cohérent. Et en ça, encore une fois, c'est un vrai gros point positif. Le deuxième point, évidemment, très positif de ce Volvo V60 T6 hybride rechargeable, faut-il le répéter, c'est clairement son design, son habitabilité, je sais pas, son ambiance générale. Cette voiture, elle respire une espèce de classe, une espèce de simplicité, tant dans le design qu'à l'intérieur, et on va le regarder ça d'un peu plus près. Bon, évidemment, là, on va rentrer dans des considérations un peu esthétiques, donc des histoires de goût et de couleur qui ne se discutent pas généralement, mais quand même, tu t'avoueras que cette voiture-là, elle a quand même de la gueule. T'as quand même quelque chose, à la base, qui mélange quelque chose d'assez carré, d'assez anguleux, tu vois, il y a quand même toute cette arrière là, ces fameux feux en L, là, les fameux marteaux de Thor là, qui sont un peu les signatures des Volvo depuis quelques années, et puis même des petits clins d'œil au Volvo 850 qui sont chers à mon cœur de vrai faux scandinave, mais bon bref, t'as quelque chose d'assez énervé. En plus dans cette version R, on a quelque chose de, tu vois, ces petits rétros un peu black, ces petites finitions un peu à l'avant, tu vois, ce côté un peu énervé. C'est pas totalement sportif, mais c'est pas totalement plan-plan non plus, tu vois, t'as quelque chose d'assez anguleux, d'assez énervé, d'assez joli, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup moi dans ce dessin du break Volvo V60 à la base, mais encore plus dans cette finition R et encore plus dans ce modèle T6 hybride rechargeable. Voilà, je sais pas, il y a un truc qui me plaît là-dedans. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis toi? C'est pas forcément un exercice de style très facile de bien dessiner des breaks. Celle-là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui est assez épuré, qui est assez sobre, c'est classe. Il y a quelque chose d'assez minimaliste, presque un peu, bah, j'irais pas jusqu'à te dire que c'est zen. Il y a un truc très classe, très homogène, très équilibré. Qu'est-ce que t'en dis? Tiens, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et mine de rien, à l'intérieur aussi, tu te retrouves dans ce même genre d'ambiance, ce même genre de design assez épuré, assez simple, assez racé, élégant quoi. C'est quelque chose de... Globalement, cette voiture, je la trouve très élégante. Ça se voit évidemment dans le type de matériaux qui sont employés. On est quand même dans du haut de gamme, dans du premium. Voilà, on a du tissu, on a du cuir surpiqué. On a un volant 4 branches qui se prend très bien en main, qui est pas ultra sportif, mais voilà, tu vois, avec des petits touchpads à droite à gauche. C'est vraiment ultra chic, quoi. Il y a plein de petits détails qui font que tu te retrouves dans quelque chose d'assez travaillé, tu vois.
Moi, je trouve ça très joli, cette petite planche de bord avec ce petit acier, ces petits trucs en nid d'abeille là qui serpentent le long, qui te donne un espèce de petit dessin un peu à la fois anguleux et un peu rond. Enfin, il y a un peu de tout dans cette voiture que je trouve vraiment très chic, très classe. Évidemment, les assises, elles aussi, jouent dans le côté scandinave, très chic de l'ensemble, tu vois, tout ce côté, encore une fois, très épuré, très travaillé, très designé, rien que des appuis-têtes, de cette association entre ce tissu-là, ce cuir, voilà, je sais pas, ces assises, je les trouve très jolies, elles sont évidemment très confortables, elles pourraient maintenir un peu plus sur le côté, sur le buste, voilà, dans des conditions peut-être un peu plus énervées, mais bon, c'est pas le programme vraiment de ce genre de voiture. Évidemment, on a la petite sono qui va bien dans notre finition R, la sono Harman Kardon, et un truc qui tue, c'est voilà, c'est ce côté un peu black, qui évidemment est un peu salissant, tu vois, au doigt, mais Volvo a pensé à tout, la preuve. Le petit chiffon qui va bien, bon c'est j'imagine plutôt pour laver l'écran que pour laver le noir, mais ça peut permettre aussi de laver le noir. Et alors un dernier petit truc qui est assez cool, pour démarrer ta Volvo tu fais pas comme ça, non, tu fais comme ça. Bon, c'est le moment de passer au point négatif de cette Volvo V60 et on va rester à l'intérieur. Le premier gros point négatif de cette Volvo V60, c'est ça, le système d'infotainment qui est vraiment, mais vraiment pas au niveau, les gars, quoi. On est quand même dans une voiture qui, là pour le coup, notre voiture, là, bardée d'options, c'est un sapin de Noël, elle vaut 70 000 € dans un segment premium qui doit donc être au niveau en termes d'infotainment. Là, tu vois, cette dalle, elle est pas du tout de mauvaise taille, tu vois, elle fait grosso merdo la taille d'une main, elle est tactile comme il faut, donc il n'y a pas de souci, tu peux vraiment arriver à ce que tu veux. Mais déjà, je te montre rien qu'un premier truc. Le GPS, regarde la tronche du truc. Non mais, même quand tu le mets en grand, tu vois rien. Et puis c'est d'une faiblesse, mais flippante. On a accès facilement, ou plus ou moins facilement, si j'y arrive, tu vois, bah voilà, c'est déjà un peu le bordel. Voilà, il faut aller appuyer sur ce truc-là pour revenir au menu central, pour aller accéder ensuite, tu veux te barrer tu vois, tu te perds, ça m'énerve, rien que ça m'énerve. Voilà, tac. Pour accéder à ton CarPlay ou ton Android CarPlay, eh ben, il faut faire quoi? Il faut se connecter à un câble. Bon, ok, t'as des prises USB qui vont bien, mais enfin bon, t'es quand même dans une voiture des années 2000, quoi, voire même 2021. Je recharge à induction dans cette voiture. Ah, bah non. Voilà, pareil, encore une fois, un véhicule à 70 000 € premium, je suis désolé, mais dans ce qui se fait aujourd'hui, ça fait partie des impondérables. Et puis ce qui est un peu gavant aussi, c'est que cette dalle centrale-là, bon évidemment, t'as pas beaucoup de boutons, mais t'as pas accès facilement, ne serait-ce que à la clim, tiens. La clim, elle est accessible via, tu vois, ça, en bas. Donc tu fais clac, donc tu as accès au menu de la clim, et après... Mais c'est pas très pratique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un retour de clim par ici, au lieu d'avoir ce retour de passer ta sono, de mettre plus fort ou moins fort? On s'en fout de ça. Et puis pareil, un truc qui est vraiment idiot, mais moi, avec un gabarit de voiture de ce genre, j'aime bien avoir accès facilement aux caméras de recul et à tout le tralala. Et c'est pas forcément le cas, quoi. Tu vois, tu te retrouves avec un dédale de machin. T'as vu le nombre de trucs qu'il faut, c'est infernal. C'est pas accessible facilement. Moi j'aurais aimé un bouton tout simple, clac, ici, j'appuie, ou là, j'en sais rien, où tu veux, où je peux accéder facilement aux caméras de recul, aux caméras 360 qui sont vraiment bien faites en plus, hein, c'est pas le souci, c'est vraiment pas le souci là-dedans dans cette voiture, mais c'est l'accessibilité. Idem au volant. Comment ça se fait que, bon, j'ai une commande pour discuter avec la voiture qui est pas excessivement... on va dire répondante, enfin, tu lui demandes des choses très simples, genre GPS ou navigation, ou aller ici, ou aller ça, ou annuler GPS, elle met 4 plombes à le comprendre et ça marche pas très bien. Bref, mais j'aurais aimé avoir facilement accès avec un retour clavier au téléphone, clac. Et j'aurais aimé aussi pouvoir beaucoup plus facilement changer l'interface, puisqu'on a quand même une dalle numérique qui est de très bonne facture, qui marche plutôt bien, qui est très claire. Mais si tu as envie de changer les environnements, tu vois, je sais pas, j'ai envie d'avoir, au lieu d'avoir la vitesse à gauche, j'aimerais bien avoir un retour de vitesse ici, bah, je peux pas. Si je veux voir les tours minutes, il faut que je change de mode par ici, que je me mette en mode power, crac, pour ici que l'environnement change. Voilà, évidemment ça veut pas, mais bon, l'environnement change et crac, on met les tours minutes et t'as accès à tout ça. C'est dommage quoi d'avoir un truc qui pourrait être vraiment super chic, qui pourrait être vraiment super technologique, mais qui l'est pas. Et ça, rien que ça, cette centralisation, ce système d'infotainment, c'est un vrai gros point négatif de cette Volvo V60. Le deuxième point négatif, il faut aller le chercher au volant, et c'est à travers le caractère, j'ai envie de dire, aseptisé de cette Volvo V60 qui fait quand même 340 chevaux en cumulé, hein, si on cumule l'électrique et le thermique. Donc tu peux t'attendre quand même quelque part à quelque chose de pas violent,
pas sportif, hein, on reste évidemment sur un break, sur quelque chose de familial, c'est un joli déplaçoir. Mais bon, tu te dis, il y a quand même moyen que ça envoie un peu du pâté. Et ben en fait, ça reste vraiment très linéaire, ça reste vraiment très, bah, foufou quoi. C'est pas décevant, mais je m'attendais à un truc plus vigoureux, un truc qui pourrait être quelque part un peu plus on-off, si tu vois ce que je veux dire. Et évidemment, la boîte de vitesse elle-même est vraiment tout sauf super énervée, quoi. C'est quelque chose d'excessivement doux, d'excessivement... Bah presque on ne la sent pas du tout. Ça, c'est assez remarquable quand tu cherches quelque chose de très confortable et de très smooth, tu vois, dans le déplacement. Là, t'es servi. Mais encore une fois, moi, je me dis, on a quand même un des plus gros moteurs de la gamme. On n'est pas sur le Polestar qui fait quasiment 450 chevaux. Mais voilà, t'as quand même 340 bourrins sur le papier. 340 chevaux pour une voiture de 2 tonnes, normalement, bon, bah, tu les sens. Là, non, on les sent pas. Plan-plan, la V60, elle l'est aussi par les liaisons au sol qu'elle offre. Bon, évidemment, encore une fois, c'est pas une sportive, hein. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est important de le préciser. Mais quand même, voilà, moi, c'est toujours ce côté, pourquoi on affiche une telle puissance de voiture? Parce que 340 chevaux, c'est quand même énorme. Même un moteur thermique de 250 chevaux, c'est quand même quelque chose de puissant, quoi. J'ai presque envie de dire, mais c'est un peu, c'est trop. C'est quoi le but du jeu d'avoir un truc aussi puissant sur le papier que ça, alors que, bon, bah voilà, dans les faits, puissant, on l'est. Enfin, je veux dire, il y a du répondant quand on en a besoin, mais c'est pas d'une violence extrême, c'est pas d'une violence qu'on attend de quelque chose qui fait 340 chevaux. Donc j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est pas un peu trop d'avoir une voiture qui affiche ce type de puissance-là pour un programme de ce type-là, qui est un programme de familial, confortable, d'avaleuse de kilomètres, de génial déplaçoir absolu, quoi. Hein, ce serait pas un peu trop, ça? Petit point négatif là-dessus, c'est pas mensonger, hein, faut pas déconner, tu les as les chevaux, mais... à quoi ça sert, quoi. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de ce test en 2.2 du Volvo V60 T6, donc hybride rechargeable. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce modèle qui n'est pas nouveau, non, c'est vrai, mais qui quand même est un petit pendant sympathique à toute cette pullulation de SUV hybride rechargeable qui, moi, me gave un peu parce que c'est pas vraiment des voitures, alors que ça... on a quand même une voiture un peu plus basse, un peu plus jolie, un peu plus racée et qui offre quand même une sacrée habitabilité et les attraits de l'hybride rechargeable. Eh ouais. Et évidemment, si ce contenu vous a plu, si ça vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, une fois de plus, de mettre la cloche de notification en route et toujours très important, de me laisser quelques commentaires pour que nous puissions échanger sur les modèles que je teste. D'ici le prochain test, portez-vous bien, bonne route et à bientôt.